Bonjour les gens sur YouTube, bienvenue sur ma chaîne Ava Amara et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Marie-Madeleine Pioche de la Vergne. Ça ne s'invente pas un nom comme ça. En fait, il s'agit tout simplement de la comtesse de Lafayette, plus communément appelée Madame de Lafayette. Et Madame de Lafayette, elle est née en 1634, elle est morte en 1693. Donc on peut dire qu'elle a quasiment traversé le XVIIe siècle et donc je vous emmène au XVIIe siècle. Alors au XVIIe siècle, quel est le contexte? Eh bien nous sommes sous Louis XIV et Madame de Lafayette a fait paraître anonymement un premier ouvrage, enfin plusieurs, mais les deux les plus célèbres je pense sont La princesse de Clèves et La princesse de Montpensier. Pourquoi elle les a faites anonymement? Pas du tout parce que c'était une femme, etc. Non, mais parce que c'était un peu la honte d'être romancier au XVIIe siècle en fait. Les genres, c'était considéré comme un genre mineur. Et ce qui était la classe à l'époque, c'était d'être auteur de pièces de théâtre, soit de tragédies comme Racine, soit de manière plus satirique et plus drôle, façon commedia dell'arte comme Molière. Et c'était chouette d'être sculpteur, c'était chouette d'être musicien, c'était chouette d'être peintre. Mais alors romancier, c'était considéré comme un truc assez naze. Et en gros, si vous étiez romancier, vous étiez considéré un peu comme un écrivaillon. J'exagère probablement un peu, mais je ne dois pas être loin de la vérité quand même. Donc on pouvait écrire, mais pas trop s'en vanter. Hein. Et alors, là où je voulais en venir, je bafouille, c'est terrible, je bafouille tout le temps. Aucune vidéo est sans bafouillerie de ma part. J'invente des mots. Donc en fait, parce que j'ai pris des notes pour vous faire part de ma lecture, alors moi j'ai lu La princesse de Clèves et La princesse de Montpensier, parce que dans les deux cas, on est sur des formats très courts. La princesse de Clèves, ça tient en 200 pages. La princesse de Montpensier, c'est plutôt une nouvelle romanesque qui tient sur une petite centaine de pages. Et l'écriture est telle que ce sont des ouvrages qui se lisent très facilement, très aisément. Vous n'allez pas buter sur les mots, vous n'allez pas y passer des jours et des nuits à comprendre ce que l'auteur a voulu expliquer. Pourquoi Madame de Lafayette est restée célèbre à travers le temps et surtout pourquoi, je crois bien, si vous m'écoutez et que vous êtes au lycée, on vous l'a fait étudier, eh bien parce qu'à elle seule, elle représente la quintessence de ce qu'est l'art classique, plus précisément la littérature classique. Alors la littérature classique, on peut résumer en disant que on est sur des textes courts, sur des textes où on n'a pas 36 000 histoires. En gros, on a un fil d'histoire et on travaille beaucoup, l'écrivain travaille beaucoup sur la psychologie des personnages. On a un fil conducteur, une histoire qui vous mène de A à B. Il n'y a pas plein de soubresauts, il se passe plein. Il y a bien des seconds personnages, mais vous n'avez pas 10 milliards de personnages et de scénarios divers et variés. Et on étudie beaucoup la psychologie des personnages sous un angle moralisateur, sous un angle classique, c'est-à-dire un angle propre. On est dans le qu'en dira-t-on, on est dans la bien-pensance, on est dans la morale, dans la vertu. Et le classicisme, c'est vraiment ça. C'est une écriture assez épurée, justement. On n'a pas des fioritures dans tous les sens. On recherche une certaine forme de simplicité pour montrer qu'à travers sa simplicité, on est dans une belle morale. Voyez-vous, je m'exprime avec mes mots à moi, je ne suis pas professeur et le but du jeu n'est pas de me substituer au professeur, mais c'est la sensation, l'impression que j'en ai en tant que humble lectrice de La princesse de Clèves. Donc La princesse de Clèves, qu'est-ce que ça raconte? Alors justement, comme on est sur une histoire simple, c'est assez facile à résumer.
la princesse de Clèves, c'est une jeune femme, mademoiselle de Chartres, qui a 16 ans, qui est orpheline de père, mais qui est sous l'éducation bien pensant de sa mère, la comtesse de Chartres, qui l'emmène à la cour pour essayer de lui faire trouver un époux, parce que forcément, à 16 ans, à cette époque-là, on se doit d'être marié et on se doit, dans cet univers extrêmement aristocratique, dans le haut du pavé de cette aristocratie-là, d'épouser quelqu'un de très bien, d'un point de vue moral, comme d'un point de vue de l'image que l'on en a d'un point de vue extérieur. C'est-à-dire qu'on doit être... on doit être irréprochable d'un point de vue moral et puis de préférence on doit être riche, c'est mieux aussi. Voilà. Donc la princesse, enfin mademoiselle de Chartres rencontre à cette occasion le prince de Clèves, qui est un homme beaucoup plus âgé qu'elle, qui tombe éperdument amoureux d'elle. Il faut dire que tous les hommes tombent éperdument amoureux de Madame de Clèves parce que et de mademoiselle, oui, voilà, de Madame de Clèves, une fois mariée, mademoiselle de Chartres, avant d'être mariée, parce qu'elle est magnifique, elle est superbe, on dit qu'elle est même aussi belle que la reine, voire plus belle que les princesses, etc., qui sont dans l'ordre hiérarchique au-dessus d'elle. Bref, tous les hommes de la cour sont sous son charme. Et elle épouse alors ce monsieur de Clèves qui lui permet d'avoir une excellente position sociale. Elle n'est pas amoureuse de lui, elle le sait, mais elle lui jure fidélité, elle lui jure d'être la femme respectable et respectée que tout homme, a priori, est censé avoir en ce temps-là. Là-dessus, vous avez le duc de Guise, le duc de Nemours, qui sont des beaux jeunes hommes, plus proches en âge de la jolie demoiselle, et vous avez notamment le duc de Nemours qui tombe éperdument amoureux de la belle, qui elles aussi tombent éperdument amoureuses de lui, pardon. Mais la morale est là, il faut rester dans la pruderie, ne surtout pas se laisser tomber dans des histoires glauques. Il faut aller contre son désir, il faut résister à l'amour, fut-il le plus magnifique et le plus beau. Et donc elle fait tout, l'histoire en gros c'est, elle résiste à un éventuel amant, même si elle est éprise de lui. Elle finit par le dire à son époux qui finit par en mourir de chagrin. Et même une fois veuve, elle se refuse à l'amour et préfère aller se retirer chez les bonnes sœurs à la campagne, loin de tout, loin de la cour. Grosso modo, c'est ça. Donc voilà, c'est ça. C'est un amour qui surgit au fond du cœur et qui jamais, jamais ne trouvera consistance parce qu'il ne faut surtout pas s'aimer. Que ce soit avant, pendant, après le mariage, voilà, on en est là. Donc, pour en revenir à la princesse de Clèves, est-ce que l'histoire en elle-même est intéressante? Elle est super, méga, pénible et chiante. Faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est pas passionnant pour quelqu'un qui vit au XXIe siècle. On s'ennuie à mourir dans cette histoire. Sur les 200 pages, on s'ennuie. Voilà. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est fait. Bon. Mais quel est l'intérêt de lire La princesse de Clèves, au-delà du fait qu'on doit étudier ça à l'école? Alors en fait, c'est intéressant pour cette écriture classique. Ça permet de parfaitement se rendre compte de ce qu'est l'écriture classique. C'est très bien pour se forger une opinion littéraire et un point de vue, pour agrémenter son cerveau et pour une certaine culture générale. C'est super intéressant. Et puis surtout, ça permet de comprendre des styles littéraires différents. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous lisez, à qui je pense... Si vous lisez Frédéric Dard,
vous allez tout de suite voir que c'est pas du tout le même style, vous voyez. Bon, là, vous avez de la pépette et puis ça couche à droite et à gauche. Mais je parle, alors si vous connaissez pas Frédéric Dard, Sant'Antonio. Hein. Alors là, vous lisez un Sant'Antonio et vous lisez La Princesse de Clèves, vous verrez tout de suite que vous avez affaire à deux genres différents. Hein. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant dans la lecture de Madame de Clèves, la Princesse de Clèves. Et ce qu'il y a aussi d'intéressant et de rigolo, là je m'adresse à ceux qui s'intéressent à l'histoire, c'est qu'une des particularités et assez amusante d'un point de vue littéraire de la part de Madame Lafayette, c'est qu'elle utilise des noms qui existent en vrai, qui sont des personnages qui ont réellement existé. Le duc de Guise a parfaitement existé, le duc de Nemours existe en vrai, a existé en vrai, et donc elle utilise de vrais personnages historiques dans un contexte complètement romancé et inventé. Et ça, c'est plutôt amusant. Autre chose également importante à signaler par rapport à la princesse de Clèves, c'est que même si Madame de Lafayette a vécu à la cour de Louis XIV et qu'elle retranscrit un petit peu ce qui se passe à la cour du roi à cette époque-là, les histoires de Madame de Lafayette, parce que c'est aussi ça pour la princesse de Montpensier, on est 100 ans plus tôt, on est plutôt à la cour d'Henri II, donc plutôt au XVIe siècle. Et vous savez, Henri II, c'est un des fils de François Ier, qui a été le père de tous les débiles là qu'on fait la nuit de la Saint-Barthélemy, etc. L'époux de la Médicis, etc. Et c'est le mec qui s'est pris une lance dans l'œil. Dans tous les films de machin, tout ça, on a toujours un gars qui se prend une lance dans l'œil et qui meurt 3 jours après. Ben, c'était lui, c'était Henri II. Hein, vraiment pas de bol, quoi. C'est vraiment le truc qu'on retient du gars, quoi, en fait. 300, 400 ans après, je sais pas compter combien de temps ça fait, 1500, ouais, c'est ça, quoi. Donc, vous voyez, c'est ce que l'histoire retient du gars, quoi. Boum, il s'est pris un truc dans l'œil. Donc, tout ça pour dire que la Madame de Lafayette, elle adore utiliser la cour d'Henri II pour s'amuser à nous retranscrire ces petites amourettes, parce que finalement, c'est des amours, et c'est toujours des amours impossibles, en fait. C'est très, voilà. Et en fait, pour en revenir au style, si jamais ça vous intéresse, eh bien en fait, c'est aussi pour être un petit peu le pendant d'un autre style qui s'appelle la préciosité. La préciosité, à l'inverse du style classique, on rajoutait plein de détails, plein de, comment dire, moi j'avais noté plein de petites choses artificielles, tellement de choses que finalement on est noyé sous les artifices. Et il y a un type qui s'est super bien moqué de ça, c'est Molière dans Les Précieuses Ridicules. Si vous lisez ou si vous allez au théâtre voir Les Précieuses Ridicules de Molière, il se moque énormément de ce style précieux, où on en rajoute beaucoup trop et on en rajoute tellement qu'on voit plus le sujet principal. Donc, à titre de comparaison, le style classique de Madame Lafayette, là, on va au direct, on cherche pas à rajouter plein de trucs qui servent à rien en fait. On n'enrubane pas l'histoire. On va droit à la psychologie des personnages et on garde la morale parce que c'est quand même super important. Donc voilà, et si vous vous intéressez au style classique, alors moi j'ai noté, eh bien, il faut lire Racine, quoi. Ne me demandez pas ce qu'il faut lire de Racine parce que moi j'ai carrément oublié. Mais peut-être que grâce à ce petit film et grâce à cette chaîne, je vais me mettre à relire Racine pour mieux m'imprégner de ce style dit classique. Voilà. J'espère vous avoir intéressé avec cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de lire La Princesse de Clèves. Permettez-moi d'en douter. Mais en tous les cas, bon, franchement, un dimanche, c'est fait, quoi. Hein. Et c'est quand même bien à titre personnel de s'imprégner parce que on aura beau dire, ça fait quand même partie de notre culture, quoi, voyez-vous. Et ça, c'est pas mal. Mais Sant'Antonio, c'est pas mal aussi. Enfin, c'est un peu chaud, hein, Sant'Antonio à côté, quoi.
Bon, allez, on coupe, on ne sait pas, c'est pas bien d'avoir dit à des jeunes de lire Saint Antonio. J'espère que les gens qui m'écoutaient, vous êtes que des vieux, quoi. Allez, salut, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et bonne lecture. À la semaine prochaine si tout va bien. Bisous, ciao.